Salut à toi, comment ça va? J'espère que tu es prêt ou prête parce que dans cette vidéo, comme le disent Michel et Michel, on va t'envoyer du lourd, du très lourd. Alors oui, je dis on parce que dans cette vidéo, je suis accompagné de Julien. Coucou! Julien est kiné, spécialiste du sport et passionné d'escalade, et bien connu de ceux et celles qui grimpent au grand club de Chambéry Escalade. Et si t'es un fin connaisseur, tu sauras d'ailleurs que ce club a vu passer des grands noms de l'escalade, comme Sean McCall, Mejdi Schalk, Paul Jemft ou encore Julia Chanourdi. Autant te dire qu'il sait de quoi il parle. Du coup, tu l'auras compris, si Julien est là, c'est pour nous parler de blessures en escalade. Le problème des blessures, c'est qu'au-delà de l'immobilisation physique que cela génère, eh bien psychologiquement, ça peut aussi être très vite démoralisant. On voit beaucoup de nouveaux venus arrêter complètement un sport parce qu'ils se sont blessés. Du coup, pour éviter d'en arriver là, Julien va nous parler des blessures qu'on peut typiquement rencontrer en escalade, pour pouvoir les comprendre et surtout, les éviter. Je sais de quoi je parle, j'ai carrément une carte de fidélité chez mon kiné. Toi aussi? Du coup, cette vidéo va être divisée en 3 parties. D'abord, on va parler des généralités. Autrement dit, ce qu'on doit faire ou ne pas faire pour éviter de se blesser de manière générale lorsqu'on grimpe. Ensuite, on va aborder 5 traumatismes spécifiques à l'escalade. Les poulies, normal. Les lombricots, celui-là, t'en as peut-être jamais entendu parler. Les tendinites au coude, les douleurs au niveau des épaules et les entorses, notamment celles de cheville. Alors, petit spoiler, pour celle-là, il faut apprendre à tomber. On va donc t'expliquer ce que ces blessures sont concrètement, comment elles arrivent, l'impact que cela peut avoir sur ta grimpe, et surtout ce que tu peux faire pour les éviter. Et enfin, en 3, tu auras droit à une conclusion avec quelques points bonus, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est bon pour toi, Julien? Nickel. Alors allez, c'est parti. Bonjour, je suis Julien. Je suis kiné du sport et grimpeur installé à Chambéry. Je m'investis effectivement dans la prise en charge des grimpeurs de Chambéry Escalade avec qui je suis en lien. Ce qui me passionne, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à développer dans la prévention et la rééducation des blessures en escalade. Et par conséquent, pour toucher plus de grimpeurs, j'ai commencé à partager des conseils et des exercices sur une page Instagram. Pour éviter de se blesser lorsque l'on grimpe, toutes blessures confondues, Julien te propose 5 points importants à respecter. Premier point, adapter sa séance. On dit souvent qu'il est important de planifier ses séances pour progresser, et il en est de même pour éviter de se blesser. En effet, la planification des entraînements est intéressante, notamment pour avoir notion de la charge d'entraînement réalisée chaque semaine et respecter la notion de progressivité. Cependant, il faut bien garder en tête que les séances, même planifiées, peuvent et doivent être adaptées à sa forme du jour, que cela soit la forme mentale ou physique. Les deux sont à prendre en compte. Si l'on a très mal dormi par exemple, ou si l'on est plein de courbatures, il est évident que l'on devra adapter l'intensité de sa séance, voire même ne pas la faire. Si c'est notre concentration qui est perturbée ou que l'on a une surcharge mentale, il sera judicieux d'éviter des mouvements très dynamiques, de la force maximale ou des voies très engagées qui sont des efforts où la concentration est très importante. Deuxième point, qui dit planification, dit également planification des jours de repos. Oui, pour devenir de plus en plus fortes, les structures ligamentaires et musculaires ont besoin de temps de repos pour récupérer entre les sollicitations. Le sommeil et les jours de repos sont très importants pour la récupération. Troisième point, très important, limiter la répétition des mouvements. En fonction des préhensions utilisées, on sollicite plus ou moins certains muscles, certaines poulies, etc. En s'acharnant toujours sur le même type de préhension ou de mouvement dans une voie, on risque davantage de dépasser le seuil de tolérance avant la blessure, d'autant plus si on travaille proche de son niveau maximal. D'où l'importance de varier les préhensions dans un entraînement ou les types de mouvements et d'espacer les efforts intenses sur un même type de mouvement. Quatrième point, bien s'échauffer. N'est-ce pas, Julien, que bien s'échauffer, c'est important? Cela paraît évident, mais il est bon de le rappeler. Il est démontré que peu importe ce que l'on fait, si l'on s'échauffe avant de commencer à grimper sur le mur, on diminue le risque de se blesser. L'échauffement doit permettre d'augmenter la température musculaire. C'est un réveil musculaire et proprioceptif pour se préparer à l'effort qui va suivre. Plus on a prévu de forcer, plus il faudra s'échauffer. Et cinquième point, il y a des exercices importants à faire avant d'aller sur le mur. Classiquement, il faut au moins chercher à faire des mouvements de grandes amplitudes sur l'ensemble des articulations du membre supérieur, dans tous les sens et de manière à ressentir
que les différentes articulations chauffent. Très souvent, l'échauffement des doigts est négligé ou mal réalisé, alors que c'est la zone la plus blessée chez le grimpeur. Je conseille au moins de faire le mouvement en 5 temps qui est décrit pour les doigts, qui consiste à enchaîner 5 positions, le but étant de bien faire coulisser les tendons et les poulies entre eux pour limiter les frottements. Parlons maintenant des blessures spécifiques à l'escalade. Pour rappel, on va parler des poulies, des lombricots, des tendinites, des douleurs aux épaules et des entorses, notamment celle de la cheville. Un petit point important, cela dit, relatif à la douleur. Lorsqu'on ressent une douleur peu intense et que c'est la première fois qu'elle survient, le repos complet de 3 jours peut suffire avant une reprise progressive. En revanche, si c'est une douleur récurrente, le simple repos risque de ne pas suffire. Et il sera préférable de consulter un médecin ou un spécialiste pour diagnostiquer le problème et débuter un traitement adéquat. Dans le cadre d'une douleur plus importante, il faut mettre au repos la zone blessée, appliquer du froid et consulter dès que possible. À savoir également que dans le cadre d'une blessure à la main, il est bon d'éviter de garder la main en bas pour éviter la formation d'un œdème trop important. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'une poulie? Il faut savoir que dans chaque doigt, il y a 2 tendons qui fléchissent et qui coulissent dans un tunnel qui maintient ces tendons contre l'os. Les poulies, ce sont les unités de ce tunnel. En fait, les poulies, c'est un peu comme les anneaux d'une canne à pêche. Pour que le fil tienne tout le long de ta canne à pêche, il y a des petits anneaux dans lesquels ce fil passe. Et bien pour les poulies, c'est à peu près la même chose. Dans chaque doigt, il y en a plusieurs. Et en maintenant le tendon plaqué contre l'os, elles augmentent le bras de levier qui permet au doigt de plier entièrement et de développer une plus grande force. Du coup, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on se blesse une poulie en escalade? Eh bien, il va s'agir principalement des mouvements en arqué, car lorsque la prise ne plaque pas les tendons, c'est les poulies qui vont les retenir. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui, cumulés les uns aux autres, augmentent les risques de blessure. Par exemple, dans un dévers, on mettra beaucoup plus de poids sur ses doigts, ce qui sera aussi le cas lors d'une réception sur un mouvement dynamique. Ou, autre exemple, lors d'une prise en épaule, loin de l'axe du corps, on risque de surcharger certains doigts plus que d'autres. Enfin, les contraintes et les frottements sur les poulies sont augmentés lors d'un mouvement d'ouverture forcé des doigts, comme cela peut arriver si l'on zippe en étant en position arquée, ou alors lors d'une réception dynamique en arrivant en préhension arquée si l'on a un mouvement d'ouverture des doigts. Dans ce cas-là, en général, ce que l'on ressent correspond à une douleur vive en regard de la première ou deuxième phalange, éventuellement associée à un claque. Le doigt peut ensuite gonfler et être plus difficile à plier. Cependant, la blessure peut aussi être progressive avec une douleur qui s'installe petit à petit. Il faut savoir qu'il n'est pas forcément nécessaire de consulter le jour même, car même si l'on doit être opéré, ça n'est pas forcément une urgence. Il faudra cependant consulter un médecin du sport ou un chirurgien du membre supérieur. Pour évaluer le stade de lésion, une échographie peut être faite pour mesurer si la distance entre le tendon fléchisseur et l'os est augmentée. Pour cela, il faut bien que l'échographie soit faite en comparant le doigt en position de repos et le doigt en position de flexion contre résistance. C'est en comparant la distance os-tendon entre les 2 positions que l'on peut évaluer le stade de lésion. Le temps de guérison, lui, dépend du stade de lésion. Pour une rupture complète opérée, on considère que l'on peut arquer au bout de 6 mois. Pour une lésion minime, telle une inflammation, cela peut être au bout de quelques semaines. Pas forcément. Cela survient majoritairement en escalade, mais ça peut aussi arriver dans d'autres sports. Par exemple, au judo, sur un mouvement où l'on se fait arracher la main en tenant le kimono de l'adversaire, cela peut produire un mouvement d'ouverture forcée des doigts, similaire à une réception de mouvement dynamique en position arquée. Alors là, je te vois venir, mais gros comme le Mont Blanc, avec une question du style « Bah, pas d'arqué, pas de blessé ». Eh bien sache que pas du tout, bien au contraire. À la question « Faut-il donc éviter la position arquée ?», la réponse est non. Les structures tendineuses et ligamentaires se renforcent à partir du moment où les contraintes sont effectuées de manière progressive. Si je ne fais jamais d'arqué, je ne vais pas les renforcer. Et le jour où je vais arquer, j'aurai beaucoup plus de chances de me blesser. La préhension arquée permet de développer une force importante et pour certaines prises et certaines voies, il est difficile de s'en passer. Il vaut mieux donc entraîner ses poulies et ses doigts
à supporter l'appréhension arquée dès que l'on commence à grimper. Pour cela, on peut effectuer des exercices de mise en charge progressive en position arquée ou semi-arquée en ayant les pieds au sol. Donc je viens me mettre en position arquée, je tire 10 secondes en maintenant une pression constante. Main gauche, j'enchaîne la même chose, main droite, 10 secondes et ensuite je me repose 10 secondes. Je répète ces mouvements 10 fois. Je dois donc ressentir l'effort dans les doigts, mais je ne dois pas ressentir de douleur pendant l'exercice, en tout cas de douleur au-delà d'une petite gêne pendant l'exercice ou après. J'essaye de pouvoir maintenir la même intensité sur les 10 répétitions de chaque main. C'est également possible de le réaliser en position semi-arquée. Donc à ce moment-là, je n'utilise pas le pouce. À chaque fois, le même temps et le même principe. La palpation de ces doigts au niveau de la première et deuxième phalange, devant et sur les côtés, peut donner une idée de l'état d'inflammation des structures tendineuses et ligamentaires des doigts. Une faible douleur passagère à la palpation après avoir forcé ne veut pas forcément dire que l'on est blessé. Mais dans le cas de douleurs persistantes au repos entre les séances, ou de douleurs systématiques pendant les séances par exemple, cela peut être un premier signe de sursollicitation. Alors, les muscles lombricaux, alors oui, on les a appelés comme ça parce qu'ils ressemblent à des lombriques, sont des petits muscles qui commencent au niveau de la paume de la main et qui finissent dans les doigts. Il y en a 4 dans la main, c'est-à-dire un par doigt, sauf le pouce. Le muscle lombrical sert à équilibrer les tensions entre les muscles fléchisseurs et extenseurs. Il contribue à une bonne dextérité de la main. Du coup, vu leur position dans la main, on pourrait se demander comment, hormis une lacération, on pourrait les abîmer. Eh bien, cela va arriver principalement lors des préhensions en bi et monodoigt. Car quand un doigt est fléchi et que son voisin est tendu, cela étire le muscle lombrical présent à ce niveau. Plus le doigt voisin est fléchi, plus on tire fort, et d'autant plus sur une contraction brutale comme sur un mouvement dynamique, plus le risque de lésion est important. Le manque d'échauffement spécifique à cette préhension est aussi souvent en cause. Contrairement aux poulies, la douleur est ici ressentie plutôt dans la paume de la main, ou vraiment à la base du doigt, comme un coup de poignard, et sur une préhension bi ou monodoigt. Sur une préhension tendue ou arquée, il est peu probable de s'y blesser, à moins d'avoir une position arquée un peu anarchique, comme sur un petit graton, en sachant qu'il est également possible de se blesser à une poulie et à un muscle lombrical en même temps. Pour ce qui est du délai de guérison, encore une fois, cela dépend du stade de lésion, à faire évaluer une nouvelle fois avec une échographie. Cependant, ici c'est un peu différent car on parle d'une structure musculaire. Comme n'importe quelle lésion musculaire, cela peut varier de quelques jours à plusieurs semaines. Il faut du repos, puis remettre en contrainte progressivement le muscle, sur des contractions et des étirements doux, avec pour objectif de pouvoir refaire du bidoigt en fin de rééducation. Alors là, forcément, comme les poulies, tu vas me dire, pas de bidoigt, pas de tracas. Et à nouveau, pas du tout. Éviter les bi ou monodoigts n'est pas la solution. Exact. À partir du moment où l'on veut dépasser le 6C en escalade, du moins, il faut entraîner progressivement ces muscles et tendons aux contraintes qu'on veut leur soumettre. On peut réaliser le même exercice que décrit précédemment, pied au sol, mais en bi ou monodoigt. Il est également primordial de s'échauffer spécifiquement à ce type de préhension. Et dans ces cas-là, étirer doucement le muscle lombrical en échauffement peut être une solution. Pour comprendre ce qu'est une tendinite au coude, il faut tout d'abord comprendre que les tendons sont des sortes de cordons qui font le lien entre nos muscles et l'os. Une tendinite correspond alors à l'inflammation de l'un ou de plusieurs tendons. Au niveau du coude, on différencie deux types de tendinopathie. Côté interne ou externe du coude. En fonction de la localisation donc, il s'agit des tendons fléchisseurs, Épitrocléite, ou extenseurs, épicondylite. Qui sont touchés, les deux cas étant possibles en escalade. Question donc, qu'est-ce qui provoque ces tendinopathies? Bien souvent, et pour l'ensemble des tendinopathies, il s'agit d'une sollicitation sur des efforts répétés qui sont trop importants par rapport à ce que notre muscle ou tendon peut supporter à un instant T. On dépasse alors un seuil de tolérance et le tissu envoie un signal d'alarme douloureux. Dans un premier temps, lors des premiers signes douloureux, le repos reste primordial. Si cela ne suffit pas, il faudra certainement consulter pour être conseillé.
Dans le cas de douleurs importantes au repos, l'escalade reste déconseillée. Dans le cas de douleurs uniquement à l'activité et qui ne sont pas augmentées l'heure qui suit après la séance ou le lendemain, il peut être possible, voire même dans certains cas conseillé, de continuer à solliciter et à grimper. Mais bien entendu, au fil des jours, il faut que les symptômes évoluent dans le bon sens. Il faut donc aussi adapter sa pratique, ne pas forcer sur la douleur, en général faire moins de dévers pour avoir moins de poids sur les bras, travailler donc plutôt sa technique et diminuer l'intensité et le volume d'entraînement. Et ensuite, il peut y avoir des exercices spécifiques à réaliser en dehors des séances d'escalade. Il existe des exercices qu'il faudra toujours adapter à chacun, en sachant que les douleurs peuvent avoir différentes origines. Cependant, en règle générale, il sera important pour les grimpeurs de renforcer les muscles extenseurs des doigts et du poignet dans un but d'équilibrer les tensions exercées entre les muscles fléchisseurs et les muscles extenseurs des doigts. Il est aussi par la même occasion très important de renforcer les muscles du poignet, les poignets qui sont de plus en plus souvent les sujets de blessures en escalade. Un exemple de protocole que l'on peut mettre en place 3 fois par semaine. Je reste 3 secondes en position extension du poignet et ensuite je vais descendre sur 3 secondes, 1, 2 et 3, et quand j'arrive en bas je remonte directement 3 secondes également, 1, 2, 3 et je reste 3 secondes en haut. Je répète l'ensemble du mouvement 5 fois. À quoi sont dues les douleurs aux épaules en escalade? Les origines possibles sont multiples. Une instabilité, une raideur ou une déchirure musculaire, ou plus classiquement une tendinopathie suite à des efforts trop intenses. Dans certains cas, l'origine peut être évidente, comme par exemple suite à une période où on a plus grimpé, ou fait des activités manuelles bras en l'air. Dans ce cas-là, il peut donc suffire de simplement arrêter de suite cette sursollicitation et de mettre au repos l'épaule 2-3 jours avant de reprendre progressivement ses activités. En revanche, quand l'origine n'est pas très claire ou que cela dure dans le temps, il est important de consulter un spécialiste pour essayer de trouver le traitement adéquat. Mais du coup, hormis garder les bras en l'air, qu'est-ce qui est susceptible, en escalade, de créer des douleurs à l'épaule? J'ai principalement 3 mouvements qui me viennent en tête. Les réceptions de jeté sur back. La main va plus facilement tenir la prise, mais si l'absorption du choc est mal maîtrisée, par un manque de force dans le bras et l'épaule, ou de la fatigue, cela peut être très violent pour l'épaule. En 2, les mouvements en épaule. Ils sollicitent beaucoup plus les muscles de la coiffe de l'épaule qu'une simple traction où l'on va tirer plus dans l'axe. Un manque d'échauffement sur ces muscles peut alors favoriser la blessure. En 3, les rétablissements en poussant proche du corps. Ils sont susceptibles d'être douloureux dans un contexte par exemple d'instabilité postérieure de l'épaule. Oui, comme pour les tendinopathies au coude, il y a des exercices à faire, que cela soit pour une personne sédentaire devant un ordinateur ou pour un grimpeur aguerri. Les muscles de la coiffe des rotateurs sont intéressants à renforcer. Les épaules des grimpeurs sont fortes, mais certains muscles sont plus sollicités que d'autres. Encore une fois, pour équilibrer les forces qui s'exercent sur les épaules, tout en maintenant une bonne mobilité, il sera conseillé de faire du renforcement des muscles rotateurs externes, et ceci dans une grande amplitude. Par exemple, sur ces 2 types de mouvements, qui sont possibles avec un élastique. Sans élastique, on peut aussi se mettre à plat ventre et utiliser la résistance de la pesanteur, ou bien un petit poids. On peut les faire à intensité moyenne, dans une routine d'échauffement, ou en renforcement spécifique. Ah, l'entorse de la cheville! Un traumatisme qu'on a probablement tous vécu. Surtout si tu n'as pas appris à bien te réceptionner lors d'une chute en bloc. Comme tu le sais sûrement, la cheville, comme la plupart des articulations, est maintenue par des ligaments. Quand la cheville part dans une amplitude extrême en torsion, cela étire les ligaments de la simple élongation jusqu'à la déchirure. Parfois, si la torsion est violente et intense, ou que les ligaments ne cèdent pas, c'est carrément l'os qui casse. Bien souvent, un œdème apparaît et, en cas de déchirement ou de rupture provoquant un saignement, il peut y avoir un hématome. Bon, je t'ai déjà spoilé la suite, mais au final,
qu'est-ce qui explique que cette blessure soit aussi courante en escalade? Différents facteurs peuvent l'expliquer. L'escalade renforce peu les chevilles et les grimpeurs ne les échauffent pas. Pourtant, elles peuvent être sollicitées de manière importante sur des réceptions de saut. Pour les éviter, il faut s'échauffer à minima les chevilles quand on fait du bloc, en les faisant par exemple tourner ou en faisant de la corde à sauter. Évitez de sauter du haut du bloc en étant à froid. Veillez à ce que les tapis soient bien mis entre eux et collés au mur, car cela arrive régulièrement d'avoir des entorses à cause d'un pied qui s'y coince à la réception. En cas d'entorse, la première chose à faire est encore une fois de mettre du froid et d'essayer de mettre au repos l'articulation et de surélever le pied si possible. Les facteurs de gravité qui doivent inciter à aller aux urgences pour faire une radio sont le fait de ne pas réussir à prendre appui sur son pied pour faire quelques pas ou d'avoir des douleurs à la pression au niveau des malléoles ou des os du pied. Attends, avant de passer à la conclusion, sache que si tu as des questions ou des remarques, tu peux évidemment laisser un commentaire dans la vidéo, mais surtout tu peux aller la poser à Julien sur sa page Instagram, climbexercise_Kiné-Chambéry. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu pourras même retrouver un livret spécifique sur la lésion des poulies. Il est facile à trouver, le lien est dans sa bio. Donc vraiment, n'hésite pas, va sur sa page. En conclusion, voilà 4 points qu'il faut absolument retenir de cette vidéo. 1. Échauffe-toi avant d'aller sur le mur. Au moins le mouvement en 5 temps. 2. Écoute ton corps. D'une part, adapte ta séance à ta forme, et d'autre part, sois vigilant de tes douleurs, spécifiquement vis-à-vis de tes doigts. En 3. Repose-toi. Repose-toi entre les essais proches de ton niveau maximal. Repose-toi entre les séances intenses et planifie des jours de repos. Varie les types de blocs de préhension et d'effort pour ne pas solliciter toujours les mêmes structures et les mêmes muscles. 4. Privilégie une progression continue et fais des exercices de renforcement des doigts et des poignets en parallèle du renforcement des bras et des avant-bras. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Merci. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions à nouveau, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à contacter Julien directement sur sa page Instagram. Yes.